Les Mozambicains sont convoqués aux urnes pour élire mardi leur président, député et gouverneur. Sauf énorme surprise, le chef de l'État sortant, Philippe Nyusi, et son parti, le Front de libération du Mozambique, Frelimo, devraient une fois encore l'emporter devant leur éternel rival, la Résistance nationale du Mozambique, Renamo, tant dans la course à la présidence qu'au Parlement. Le gouvernement et l'ex-rébellion de la guerre civile devenue opposition ont signé en août un accord de paix et de désarmement censé mettre un terme définitif aux affrontements sporadiques entre les deux camps qui avaient repris en 2014. Mais les tensions sont restées vives à l'approche des élections du 15 octobre. Pour l'ONG Human Rights Watch, cette élection est d'ores et déjà une des plus violentes que le pays a pu organiser. Candidats menacés, destruction de matériel électoral, risques entre militants. Les incidents se sont multipliés ces dernières semaines jusqu'à l'assassinat lundi du chef d'une mission d'observateurs électoraux par 4 policiers. La société civile, qui entend déployer des milliers d'observateurs le 15 octobre, a déjà dénoncé de nombreuses irrégularités, notamment la présence d'électeurs fantômes sur les listes électorales. Les 13 millions d'électeurs mozambicains éliront également pour la première fois mardi leurs gouverneurs provinciaux, jusque-là nommés par le gouvernement. Dodoma est officiellement la capitale politique de la Tanzanie depuis 1973, mais seule l'Assemblée nationale y siégeait depuis 1996, avant que les ministères ne commencent à y emménager depuis moins de 2 ans. « Je suis désormais officiellement installé ici », a déclaré le président Magufuli, cité dans un communiqué de la présidence. Le chef de l'État tanzanien s'adressait à des habitants de Dodoma après s'être fait enregistrer, son épouse et lui-même, sur les listes électorales à Dodoma pour les scrutins locaux du 24 novembre prochain. Le gouvernement tanzanien a déjà délivré des titres de propriété à des ambassades et des organisations internationales afin qu'elles puissent construire leurs bureaux et résidences à Dodoma. Les services du Premier ministre et tous les ministères y opèrent déjà, avec des bureaux secondaires à Dar es Salaam, la capitale économique, où sont encore installées des représentations diplomatiques. Un aéroport international est en voie de construction à Dodoma où existent déjà des structures pouvant accueillir certains appareils. Véritable poumon économique du pays, Dar es Salaam, au bord de l'océan Indien, est la capitale commerciale de ce vaste pays d'Afrique de l'Est. Lorsqu'elles avaient annoncé en 1973 que Dodoma devenait la capitale politique du pays, les autorités tanzaniennes souhaitaient déplacer le centre de gravité du pouvoir vers l'intérieur du pays, notamment pour en favoriser le développement. La Tunisie attend encore le résultat officiel de la présidentielle qui devra consacrer la victoire écrasante de l'universitaire Kayid Saïed. Ce dimanche soir, des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue pour fêter la très large victoire de Kayid Saïed, donnée par des sondages, deuxième président élu au suffrage universel en Tunisie, avec plus de 40 points d'avance sur l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Aujourd'hui, on voit que le peuple tunisien est sorti sans argent, spontanément. Il a voulu montrer et démontrer qu'il est arrivé à un degré de conscience qu'il a aidé à aboutir à sa volonté. Le peuple a voulu que le président de la République soit élu libre, sans agenda, ni argent, ni pression. Lors d'une conférence de presse en soirée, l'instance électorale a confirmé que la participation serait sensiblement supérieure à celle du premier tour. Nous allons vous donner le taux de participation dans 70% des bureaux de vote. Nous n'avons pas encore le taux de participation de tous les bureaux de vote. Pour 70% des bureaux, le taux de participation est de 57,8%. Jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est une participation positive avec 57%. On est presque dans les normes et on est presque dans les chiffres qu'on estime déjà. Quelques 7 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de manière démocratique pour la deuxième fois seulement depuis la révolution de 2011. Ceci pour désigner le successeur à Bédi Caïd Essebsi, décédé il y a quelques mois. Le décompte des morts ne cesse de grimper en Libye.
Au moins 3 enfants ont été tués et 8 personnes blessées dans une frappe aérienne ce lundi contre un quartier résidentiel dans la banlieue sud-est de la capitale, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale. Parmi les blessés, 3 sont issus de la même famille. Il s'agit d'une enfant, tout comme sa mère et son père. Un porte-parole du ministère indique par ailleurs que 5 autres civils des habitants d'un quartier proche du campus de l'université de Tripoli ont été blessés. Le gouvernement d'Union nationale, reconnu par l'ONU et basé à la capitale, a accusé les forces du maréchal Haftar d'avoir mené le raid. Les forces de l'homme fort de l'Est libyen ont lancé le 4 avril dernier une offensive pour conquérir Tripoli. De son côté, le porte-parole des forces pro-Haftar a confirmé une frappe contre un camp des services de renseignement qui sert de centre de commandement. Il a toutefois nié que cette frappe ait pu viser une maison et des civils. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est immédiatement rendu sur le lieu du bombardement pour constater les dégâts et s'entretenir avec les habitants du quartier et le père de famille bouleversé. Les bombardements ont eu lieu vers 1h30 du matin. Selon les chiffres obtenus par le ministère de la Santé, il y aurait jusqu'à présent 3 morts et 8 blessés. Quant aux blessés, ils ont été transférés au centre médical de Tripoli pour y être soignés et suivre leur statut. La mission de l'ONU dans le pays réaffirme qu'elle ne restera pas inactive face aux crimes de guerre commis, exhortant les États membres de l'ONU et les institutions internationales compétentes à mettre fin à la violation flagrante du droit international humanitaire. La bonne tenue du scrutin conforte la place prépondérante que la Tunisie occupe sur la scène démocratique régionale depuis 2011. Un vrai modèle qui se consolide et se racine de plus en plus. La mission prend note des résultats provisoires annoncés hier par l'ISI, résultats selon lesquels le candidat Kais Saied et Nabil Karoui ont obtenu respectivement 72,71% et 27,29% des votes. À ce stade, ces résultats provisoires reflètent donc un choix traîné effectué par les électeurs tunisiens. La mission constate avec satisfaction qu'avec 55%, le taux de participation provisoire est le plus élevé de la séquence des 3 scrutins législatifs et présidentiels initiés le 15 septembre. Ces élections présidentielles et législatives constituent une autre étape fondamentale pour la consolidation de la démocratie tunisienne. Et en tant qu'Union européenne, je vous rassure, nous continuerons à garantir notre engagement en première ligne pour promouvoir une coopération de plus en plus étroite, une coopération vraiment au sens large dans tous les domaines, efficace et inclusive entre les 2 rives de la Méditerranée face aux défis communs. Plus de 100 000 soldats, pompiers, policiers et gardes-côtes cherchaient encore des survivants dans les zones inondées et affectées par des glissements de terrain meurtriers déclenchés par les pluies accompagnant le typhon Hajibi, qualifié de sans précédent par les météorologues japonais. Le bilan était élevé mardi soir à 112 morts et une douzaine de disparus par la chaîne de télévision publique NHK sur la base d'informations recueillies sur le terrain par ses journalistes. Le gouvernement donnait des chiffres inférieurs qu'il continuait de mettre à jour. Plus de 3000 personnes ont déjà été secourues dans les 36 préfectures touchées sur les 47 du pays. Hajibi avait accosté samedi soir sur l'une des 4 principales îles du Japon venant du Pacifique, accompagné de rafales de quelques 200 km à l'heure et précédé de pluies diluviennes. Des précipitations mardi constituaient une nouvelle menace pour les habitants et compliquaient la tâche des secours. Quelques 200 cours d'eau sont sortis de leur lit ou ont vu leurs digues détruites par une eau en furie qui a envahi des quartiers résidentiels en zone rurale, mais aussi dans des villes peuplées de la banlieue de Tokyo. Des milliers de sinistrés ont passé déjà plusieurs nuits dans des refuges. Le Premier ministre a souligné mardi devant le Parlement que les refuges devaient accueillir quiconque s'y présentait. Le typhon a aussi causé l'annulation de 3 rencontres de la Coupe du Monde de rugby et perturbé les essais du Grand Prix de Formule 1. En
vertu d'un plan d'action graduel, les générateurs diesel sont interdits à partir de ce mardi dans la région de la mégapole de 20 millions d'habitants, New Delhi. L'Inde, face à la dégradation de la qualité de l'air, a pris aussi d'autres mesures comme l'interdiction des camions et la mise en place d'une cellule de crise qui s'appliqueront au fur et à mesure que montent les niveaux de particules fines. Du 4 au 15 novembre, la circulation alternée sera aussi mise en vigueur dans la ville. Par exemple, les véhicules ne pourront rouler qu'un jour sur deux selon que leur plaque d'immatriculation finit par un chiffre pair ou impair. Mais les experts sont très circonspects sur l'efficacité de ce dispositif, utilisé plusieurs fois depuis 2016, notamment en raison des très nombreuses exemptions pour les deux roues ou pour les conductrices, par exemple. Si la pollution de la capitale s'élève déjà à des niveaux nocifs, elle est actuellement encore loin des pics suffocants qu'elle devrait atteindre vers la fin du mois après la fête des Lumières hindoue de Diwali qui tombe cette année le 27 octobre. Les lendemains de Diwali, les concentrations de PM2.5 dépassent les 1000 par endroit alors que l'OMS recommande de ne pas dépasser 25 en moyenne journalière. La pollution atmosphérique de New Delhi, l'une des plus dangereuses au monde pour la santé, résulte d'une conjonction de facteurs naturels et humains. La décision du roi de gracier la jeune reporter de 28 ans, son fiancé et l'équipe médicale accusée de l'avoir aidé à avorter a été rendue publique ce mercredi après-midi, suscitant des flots de réactions positives sur les réseaux sociaux au Maroc et à l'étranger. Son arrestation fin août, suivie fin septembre par sa condamnation, avait suscité une vague d'indignation et un débat virulent sur l'état des libertés individuelles au Maroc. Son fiancé, un universitaire et son gynécologue ont été libérés en même temps qu'elle, quelques heures après la grâce royale. Je remercie Dieu. L'expérience que nous avons traversée, Hajar et moi et les autres, était très intéressante car je crois encore plus et je suis plus convaincu des droits de la femme et je suis plus convaincu de la violence à l'égard de la femme n'est pas que des slogans, mais c'est un travail qui doit être fait à tous les niveaux. Je suis sorti de cette douleur en croyant plus en Hajar et en croyant plus dans les militants et militantes des droits des femmes et c'était une grande expérience. يعني كانت تجربة مفيدة إلى حد كبير. La grâce royale est une fête et une joie, pas uniquement pour Hajar Raïsouni, mais pour tous ceux qui ont cru au dossier d'Hajar Raïsouni. Je ne trouve pas les mots pour parler de 7 jours et toute discussion juridique maintenant est amère dans la gorge de tous ceux qui suivent de près ou de loin le dossier Hajar Raïsouni. La justice avait condamné le jeune couple à 1 an de prison. Le médecin, un praticien reconnu qui avait toutefois été décoré par le roi, a pris 2 ans ferme avec 12 et 8 mois de prison avec sursis pour un anesthésiste octogénaire et une secrétaire médicale. Le souverain a pris sa décision sans entrer dans le débat souverain que les citoyens marocains mènent sur l'évolution de leur société et dans lequel se sont invités de façon regrettable certains étrangers, intellectuels, médias et ONG, a précisé une source gouvernementale.